Donc, j'introduis professeur Ajarouassi pour parler de l'importance de l'acide hyaluronique en rhumatologie. Un débat fort intéressant. Merci. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un thème particulièrement intéressant, c'est la place de l'acide hyaluronique en rhumatologie. Comme vous savez, l'acide hyaluronique occupe une place majeure dans la stratégie thérapeutique en pratique rhumatologique courante. Il s'agit d'un traitement local d'action retardée, c'est entre 2 et 4 semaines, et d'action prolongée allant jusqu'à 12 mois, en comparaison avec les corticoïdes qui ont un effet transitoire. La matrice extracellulaire de tous les tissus conjonctifs, y compris le liquide synovial et le cartilage articulaire, et dans le liquide synovial, elle est produite particulièrement par les chondrocytes et les synoviocytes fibroplastiques type B. Pour la synthèse de l'acide hyaluronique, elle est synthétisée au niveau de la face interne de la membrane plasmique de la cellule par polymérisation et grâce à des protéines transmembranaires appelées l'acide hyaluronique synthétase. Donc, cette enzyme va former un polymère par l'addition alternée de deux molécules de base et par la suite, il va être sécrété dans la matrice extracellulaire. Il y a trois types de ces enzymes. Le plus important, c'est l'acide hyaluronique synthétase type 2 qui produit des acides hyaluroniques de gros poids moléculaire. 30% d'acide hyaluronique est dégradé localement en intra-articulaire et environ 70% restants entrant dans le drainage lymphatique. Donc, en tenant compte de ces mécanismes de dégradation et de synthèse, une notion très importante, c'est l'équilibre entre le processus de synthèse et de dégradation. Donc, c'est un mécanisme clé, c'est un mécanisme régulateur, ce qui va déterminer les termes très importants, c'est la quantité et le poids moléculaire de l'acide hyaluronique. Pour les propriétés d'acide hyaluronique, il y a des propriétés physico-chimiques et des propriétés biologiques. Pour les propriétés viscoélastiques, l'acide hyaluronique, c'est un élément clé de la viscoélasticité. Il absorbe les chocs, il lubrifie les articulations. Pour l'effet structural, grâce à sa structure macromoléculaire, donc les cellules, les protéoglycanes, donc sont enfermement maintenus dans la matrice extracellulaire. Et grâce à sa structure moléculaire, il attire l'eau. Donc, il peut attirer jusqu'à 10 000 fois son poids en eau. Et une notion très importante, c'est la visco-induction. Il y aura une stimulation des synoviocytes, une fabrication endogène de l'acide hyaluronique. Pour les propriétés biologiques, l'acide hyaluronique a un effet anti-inflammatoire par la suppression des cytokines pro-inflammatoires et des enzymes qu'on va voir par la suite. Un effet anti-angiogénique, il va supprimer l'activité un effet anti-angiogénique, pardon, l'effet antioxydant, l'effet analgésique, et tout ça va entraîner une bonne cicatrisation. Pour l'acide hyaluronique, il est considéré comme dispositif médical classe 3. Pourquoi? Parce que son action est exercée par, il a une action physique, mécanique et biologique qu'on a vu. Au contraire d'un médicament qui a un effet biochimique et immunologique. Donc, il existe deux modalités d'obtention des acides hyaluroniques utilisés en thérapeutique. C'est l'origine aviaire à partir des crêtes de coque et la fermentation bactérienne à partir des souches de streptocoque ASC. Pour le poids moléculaire, il y a 4 types de poids moléculaires. Il y a le bas poids moléculaire qui est inférieur à 1 million d'altons, un poids moléculaire moyen entre 1 million et 3 millions d'altons, un poids moléculaire élevé entre 3 millions et 6 millions d'altons, et un poids moléculaire très élevé supérieur à 6 millions d'altons. Pour la structure moléculaire, il existe deux types. Donc, il y a l'acide hyaluronique linéaire, ce qui ressemble à l'acide hyaluronique physiologique, et l'acide hyaluronique réticulé, qui est modifié pour former une structure tridimensionnelle et dont le but est d'obtenir un poids moléculaire très élevé qui est de plus de 6 millions d'altons. Pour la concentration et qui est définie, c'est la quantité d'acide hyaluronique par ampoule, il est entre 0,8 et 30 mg par ml. Et il y a des volumes d'injection qui sont variables. Il y a des petits volumes, par exemple un cc qui est dédié pour les petites articulations.
Et les schémas thérapeutiques qui sont très variables en fonction du produit. Il y a du monoprise, il y a de 3 et 5 injections. Donc, il existe différentes formulations et de concentration d'acide hyaluronique qui sont en fonction du poids moléculaire, du concentration, du volume, du dosage, du source, du présentation et du prix, bien sûr. Et voilà la liste des acides hyaluroniques disponibles au Maroc. Donc, arrivons au chapitre d'acide hyaluronique et arthrose. Au cours de l'arthrose, comme on a vu, il y aura une augmentation de la dépolymérisation de l'acide hyaluronique, entraînant une augmentation de sa dégradation par rapport à sa synthèse. Donc, il y aura un déficit quantitatif, donc quantitatif confirmé par ce tableau. Il y a une réduction de presque de 50% à la fois du poids moléculaire et de la concentration si on compare un sujet normal par rapport à un patient arthrosique, avec une diminution de la qualité de l'acide hyaluronique, une diminution de la viscoélasticité. Donc, on obtient au cours de l'arthrose un liquide moins visqueux. Toujours au cours de l'arthrose, il y aura une augmentation de la synthèse de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire et surtout des oligosaccharides qui sont des facteurs déclenchants de l'arthrose. Donc, ils ont une affinité très forte pour ce récepteur, ce fameux récepteur CD44. Et il y aura par la suite une activation du processus inflammatoire avec des sécrétions de cytokines pro-inflammatoires et des métalloprotéases. Dans le sens contraire, on peut comprendre l'effet des acides hyaluroniques avec un poids moléculaire qui est correct, avec une activation de ces récepteurs et ils vont inhiber le processus d'inflammation et on comprend pourquoi les acides hyaluroniques ont un effet anti-inflammatoire. Donc, pour le premier chapitre de l'acide hyaluronique et l'arthrose, je commence par la viscosupplémentation et gonarthrose. Pour l'efficacité, je commence par cette recherche bibliographique qui ont analysé 13 études qui sont positives, 2 études sont négatives et 2 études intermédiaires. Et dans la plupart des cas, c'est des essais contrôlés randomisés entre l'acide hyaluronique et le placebo. Et ils ont conclu qu'il y a une efficacité des acides hyaluroniques intra-articulaires sur les symptômes de la gonarthrose, que ce soit pour la douleur ou la gêne fonctionnelle évaluée par le WOMAC et l'indice de Loken. Pour les produits et les rythmes d'injection, il n'y a pas de supériorité d'un produit par rapport à un autre. Donc, j'ai 2 études. Pour la première étude, donc c'est une étude qui va contrôler, randomiser, qui va comparer 2 produits, le synovial et le Synvisc. Le synovial, c'est un acide hyaluronique de poids moléculaire moyen. Et le Synvisc, c'est un acide hyaluronique réticulé de haut poids moléculaire et qui ont été administrés 3 fois. Donc, une injection à 1 semaine d'intervalle. Et vous voyez qu'il n'y a pas de supériorité d'un produit par rapport à un autre. Pour la deuxième étude, ils ont comparé une injection unique d'acide hyaluronique linéaire avec une injection unique d'acide hyaluronique réticulé et toujours, il n'y a pas de supériorité d'un produit par rapport à un autre. Pour les recommandations, vous savez que l'acide hyaluronique dans la gonarthrose est recommandé par la SFR, l'ORC et les CHIO. Pour les nouvelles recommandations, il y a les recommandations Eurovisco de bonnes pratiques, surtout pour la première viscosupplémentation chez les patients souffrant d'arthrose du genou. Et vous voyez, il y a 18 articulations. Ces recommandations préconisent l'utilisation de l'acide hyaluronique chez les patients uniquement symptomatiques, chez les patients qui ont une durée d'évolution supérieure à 3 mois et ayant une contre-indication si le traitement médical, surtout les antalgiques, sont contre-indiqués. Il est recommandé toujours d'évaluer le patient par le VA pour suivre le patient. Pour le VA, doit être supérieur à 3 pour indiquer la viscosupplémentation chez ces patients. La radiographie est obligatoire avant de commencer la viscosupplémentation et si on est devant une arthrose précoce, il est recommandé de compléter par l'IRM pour confirmer l'arthrose.
Ils ont basé sur la classification radiologique, bien sûr. L'objectif de la viscosupplémentation, c'est d'améliorer la fonction, de réduire de la douleur et de réduire la consommation des anti-inflammatoires. Pour l'injection de pour les recommandations Orovixo, ça n'est pas recommandé d'associer les corticoïdes et l'acide hyaluronique. Et on peut envisager l'acide hyaluronique en première intention s'il y a une contre-indication aux anti-inflammatoires et les antalgiques type 1 et type 2. Il est recommandé aussi s'il y a une contre-indication à la prothèse du genou. Et la visco est bénéfique pour les patients ayant des comorbidités et contre-indiquant les traitements comme les anti-inflammatoires et les stéroïdes. Pour les patients sous AVK, les inhibiteurs, les antiplaquettaires, les agents antiplaquettaires et les AVK, on peut préconiser la viscosupplémentation du genou. Et pour le suivi, il est recommandé de voir le patient 6 mois après la première viscosupplémentation. Toujours dans les recommandations Orovisco, ils ont réalisé cet algorithme de décision pour une première viscosupplémentation chez des patients souffrant de la gonarthrose. Donc, avant de préconiser ou de recommander la viscosupplémentation, le patient doit être symptomatique avec un EVA supérieur à 3/10, confirmé radiologiquement avec une radiographie standard, idéalement dans les 6 à 12 mois. Et pour le stade 1 et le stade 4, l'indication, c'est en fonction des comorbidités, des traitements et les attentes et les besoins du patient. Pour les facteurs d'échec, donc vous connaissez, c'est le stade radiologique sévère de grade 3, c'est l'obésité, c'est l'arthrose fémoro-patellaire, la douleur méniscale et la poussée congestive d'arthrose. Cette revue systématique de la littérature a ajouté d'autres facteurs d'échec de la viscosupplémentation. C'est la déformation sévère en varus ou en valgus. C'est les arthrites aiguës au cours des rhumatismes inflammatoires qu'on connaît et au cours des rhumatismes métaboliques. Et pour l'arthrite septique, on peut envisager la viscosupplémentation, mais au-delà de 3 à 6 mois après l'arthrite septique. Pour les situations cliniques qui ont été considérées comme appropriées, c'est l'utilisation concomitante de la viscosupplémentation et les anti-arthrosiques d'action lente. Pourquoi? Parce qu'ils ont un effet synergique. La viscosupplémentation, son action est de quelques semaines, alors que les anti-arthrosiques, son action est de quelques mois, donc son association peut être envisagée. La deuxième situation clinique, c'est que s'il y a un échec d'un viscosupplément, par exemple, on peut tenter un autre viscosupplément ayant des caractéristiques différentes de la première pour voir est-ce qu'il y a une bonne réponse clinique. Pour l'association acide hyaluronique corticoïde, des essais contrôlés randomisés ont évalué l'efficacité des associations des injections intra-articulaires des corticoïdes avec les acides hyaluroniques. Et vous voyez que devant l'association acide corticoïde, acide hyaluronique, il y a une amélioration significative avec une réduction de la douleur de façon significative en cas d'association, surtout dans les 2 à 4 semaines, les 24 à 26 semaines et les 52 semaines. Quelle est la place de l'association de l'acide hyaluronique et PRP? C'est une étude prospective qui a analysé 122 genoux répartis au hasard sur 3 groupes. Et chaque groupe acide hyaluronique, groupe PRP, groupe association. Et pour chaque groupe, ils ont reçu 3 injections pour chaque 15 jours. 3 injections chaque 15 jours. Et vous voyez que au cours de l'association, lors de l'association PRP, l'acide hyaluronique, il y a une amélioration significative, que ce soit pour la douleur, l'indice de WOMAC, l'indice de Loken et pour la stabilité du genou. Concernant la viscosupplémentation et l'infection du prothèse du genou, apparemment, il y a un risque d'infection. C'est le même que pour les corticoïdes et les acides hyaluroniques. Donc, c'est une étude qui a porté sur des patients, 3000 pour l'acide hyaluronique et 16 000, c'est un chiffre important pour les patients, les corticoïdes. Ces injections ont été réalisées pour un délai de 1 an avant la prothèse du genou.
Et vous voyez qu'il y a un risque, une augmentation du risque d'infection de façon significative, que ce soit pour les corticoïdes ou l'acide hyaluronique, mais surtout la durée qui est très importante, c'est le 3 mois. Pour la chirurgie de la prothèse, la chirurgie du genou, pardon. Donc, cette revue systématique dont le but est d'évaluer l'efficacité de l'injection intra-articulaire de l'acide hyaluronique lors des chirurgies. Notamment, ils ont pris deux chirurgies, la reconstruction du ligament croisé antérieur et la minisectomie. Et vous voyez qu'il n'y a pas de supériorité de l'injection intra-articulaire lors de ces chirurgies. Voilà, l'injection intra-articulaire de l'acide hyaluronique après l'arthroscopie n'est pas recommandée. Arrivons à la viscosupplémentation et la coxarthrose. Concernant l'efficacité de la visco dans la coxarthrose, cette étude randomisée en double aveugle vise à comparer l'efficacité de l'acide hyaluronique réticulé de haut poids moléculaire 6cc versus 6cc de sérum salé. Et vous voyez qu'il y a une efficacité, il y a une amélioration, que ce soit pour l'acide hyaluronique et le sérum salé, mais sans différence significative. Et même pour les deux groupes, ils ont continué à utiliser les anti-inflammatoires et les antalgiques. Pour cette revue systématique, il y a des améliorations après l'administration. Il y a des améliorations quand même après l'administration, mais il n'y a pas de différence significative entre l'acide hyaluronique d'abord avec le placebo et pas d'amélioration d'acide hyaluronique avec les autres thérapies. Et même, il n'y a pas de différence des produits pour l'efficacité, pour avoir une très bonne efficacité pour la viscosupplémentation dans la coxarthrose. Arrivons aux autres articulations. Donc, cette revue systématique elle a analysé les différentes thérapies, les différentes injections intra-articulaires dans l'arthrose de la cheville, que ce soit PRP, les cellules souches mésenchymateuses aussi. Et pour l'acide hyaluronique et dans l'arthrose de la cheville, il y a une amélioration quand même significative, améliorant les scores de l'arthrose de la cheville. Pour l'arthrose de la première métatarso-phalangeale, c'est une étude française qui ont utilisé l'acide hyaluronique associé au mannitol, 1cc pour la petite articulation, et qui ont inclus 65 patients atteints d'arthrose de la première MTP symptomatique ayant résisté aux antalgiques, les anti-inflammatoires et même à la tête du pouce, sous guidage soit échographique ou fluoroscopique. Et l'étude a montré une réduction significative de la douleur après 3 mois. Pour l'omarthrose, donc c'est une étude méta-analyse et revue systématique qui ont comparé l'efficacité de l'acide hyaluronique avec les autres thérapies, que ce soit avec la rééducation, que ce soit avec les corticoïdes ou le groupe contrôle. Et quand même, il y a une amélioration significative de l'acide hyaluronique lors de l'omarthrose. Pour la rhizarthrose, c'est la même étude que l'autre, c'est toujours l'étude française avec le même produit, c'est le Anox MXL, qui est la plus grande étude dans la rhizarthrose, car ils ont analysé 122 patients avec une rhizarthrose toujours symptomatique ayant résisté aux anti-inflammatoires, les antalgiques. Et l'évaluation de la douleur était à 3 mois. Et le but aussi de l'étude est de voir est-ce que la classification radiologique de la rhizarthrose, la classification radiologique a déterminé l'efficacité de la viscosupplémentation. Pour l'efficacité, la douleur, oui, il y a une diminution de la douleur, mais il n'y a pas de différence entre les différentes classifications, les différents stades de la classification d'elle. Et je résume l'acide hyaluronique et l'arthrose par ce tableau qui propose un calendrier basé sur les données de la littérature, sur le protocole de la viscosupplémentation et l'arthrose. Donc, vous voyez que les guidages et les recommandés, même pour le genou, elle a démontré que seulement 80% de la viscosupplémentation éco-guidée à l'aveugle
la viscosupplémentation à l'aveugle était en intra-articulaire, seulement 80% des cas. Donc, pour la quantité, c'est en fonction de l'articulation et pour le rythme, c'est en fonction du produit. Arrivons au dernier chapitre, c'est l'acide hyaluronique et les tendinopathies. Donc, comme vous savez, l'acide hyaluronique est un composant important du liquide synovial des gaines tendineuses. Il est sécrété par les cellules synoviales des gaines de tendineuses et aussi par la couche interne des rétinaculums. Grâce à ses effets anti-inflammatoires et viscoélastiques, il y a la justification de son utilisation pour le traitement des tendinopathies. Son rôle est la lubrification, le glissement du tendon, l'amélioration de l'organisation architecturale des tendons et la régulation du processus de réparation tissulaire. Pour les avantages, pour l'efficacité, c'est encourageant d'après les résultats des études sur la douleur, la fonction et même sur la reprise sportive. Et pour la tolérance, elle est bonne parce que l'injection répétée et fréquente de la corticothérapie entraîne des lésions tendineuses, voire une rupture tendineuse. Je rappelle par le composant du tendon normal, c'est les ténocytes et pour la matrice extracellulaire, c'est surtout un tendon normal et le composé par le collagène type 1. Et au cours des tendinopathies, il y aura l'augmentation de l'apoptose de ces ténocytes et une diminution de la production du collagène de type 1 et une augmentation de la production du collagène de type 3 avec une néovascularisation inefficace. Pour les effets de l'acide hyaluronique sur les cellules tendineuses, sur le plan histologique, il y aura une diminution de la synthèse du collagène de type 3 et la restauration du rapport collagène type 1 sur collagène type 3 et une régénération accrue des ténocytes. Sur le compartiment vasculaire, il y aura une augmentation du collagène type 4 qui est un composant de la membrane basale vasculaire et une augmentation de la sécrétion de facteurs de croissance endothéliale. Sur le plan immunologique, on a vu qu'il inhibe le processus inflammatoire et inhibe l'expression des ARN des métalloprotéases. Et sur le plan neurologique, il module l'inflammation par l'inhibition de l'expression du gène du peptide lié à la calcitonin. Quel acide hyaluronique choisir? Ce schéma résume que les tendinopathies en général sont la conséquence de microtraumatismes répétés, de cicatrisation altérée et de stress oxydatif, d'où l'intérêt de quelques produits qui sont dédiés aux tendons et qui utilisent l'acide hyaluronique avec l'antioxydant. Pour l'injection, le protocole, c'est l'injection doit être en péritondineuse. Pourquoi? Parce que c'est la gaine synoviale qui sécrète l'acide hyaluronique. Et pour l'injection intratendineuse, elle entraîne une inflammation aiguë. Voilà une étude qui ont comparé les trois groupes, acide hyaluronique, sérum salé et groupe contrôle, lors de l'injection intratendineuse directe. Et vous voyez qu'il y a une augmentation des interleukines, de la densité de macrophages et de la proportion des zones vasculaires. Pour la place de l'acide hyaluronique dans le traitement des tendinopathies, vous connaissez que pour les tendinopathies, il n'y a pas de consensus. Il y a le repos, il y a la rééducation avec les exercices excentriques, il y a le traitement chirurgical, il y a le traitement pharmacologique. Et vous voyez, il y a les anti-inflammatoires et les différentes thérapies par injection. Et vous voyez la place de l'acide hyaluronique avec les autres thérapies, que ce soit avec la PRP, le toxine botulique, la prolothérapie avec dextrose, l'oxyde nitrique et les agents antisclérosants. Pour l'efficacité de l'acide hyaluronique dans les tendinopathies, voilà une méta-analyse qui a analysé plusieurs essais contrôlés randomisés pour toutes les tendinopathies, que ce soit pour la coiffe des rotateurs, les épicondylites, le doigt à ressaut, et vous voyez qu'il y a une efficacité quand même de l'acide hyaluronique par rapport au groupe contrôle. Oui. Donc, j'ai pris quelques exemples des études. Pour la tendinopathie d'insertion du tendon d'Achille, c'est une étude qui ont pris 25 patients et qui ont utilisé un acide hyaluronique associé à un antioxydant. Et ils ont introduit l'acide hyaluronique dans la zone de la bourse rétro-calcanéenne. Et vous voyez qu'en conclusion, il y aura une efficacité. Là, une seule injection de l'acide hyaluronique est un traitement, est une option thérapeutique pour les tendinopathies d'insertion du tendon d'Achille après l'échec du traitement conservateur
entraînant une amélioration de la fonction et la réduction de la douleur, mais dans une durée de 6 mois. Pour la tendinopathie corporelle, ils ont analysé 17 patients qui ont injecté en péritondineuse toujours l'acide hyaluronique associé à un antioxydant pour des patients qui ont un EVA supérieur à 5 et ils ont comparé les patients en pré-injection dans les 2 semaines et dans les 12 semaines. Et vous voyez qu'il y a une réduction significative de la douleur après 2 semaines et après 12 semaines. Pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, c'était une étude qui a analysé 56 patients répartis en 2 groupes, groupe acide hyaluronique et groupe placebo. Ils ont utilisé l'acide hyaluronique linéaire de poids moléculaire moyen et les résultats que l'acide hyaluronique présente la plus grande efficacité dans la plupart des symptômes cliniques et la récupération de l'état fonctionnel. En conclusion, l'acide hyaluronique est une option thérapeutique pour la prise en charge de l'arthrose symptomatique et les tendinopathies. C'est grâce à ses propriétés viscoélastiques biologiques particulières. Pour l'efficacité, c'est discuté avec des niveaux de preuve variables, avec une bonne tolérance. Et je conclus qu'on est devant une pathologie, des pathologies qui ont des options thérapeutiques, on n'a pas beaucoup de choses. Et si on peut ajouter un plus pour nos patients, ça sera l'objectif de notre viscosupplémentation et l'acide hyaluronique. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Donc, on laisse les questions pour après. Je crois pour ne pas trop tarder. D'accord.